Quand on se promène dans la forêt sèche pendant la saison aride, tout est gris et on a l'impression que la végétation est morte. C'est d'ailleurs ce que je croyais quand j'étais petite. En réalité, la forêt est toujours vivante et elle s'économise pour pouvoir renaître et retrouver son feuillage à la saison des pluies. C'est une stratégie de survie. C'est une forêt extraordinaire qui a failli être perdue à jamais. La dernière de ce genre en Amérique centrale. Entre l'océan Pacifique et la cordillère de volcans, la forêt tropicale sèche de Guanacaste, au nord-ouest du Costa Rica, est rescapée de siècles de déforestation. L'homme, d'abord responsable de sa destruction, s'efforce de la restaurer depuis 40 ans. Et aujourd'hui, elle s'étend. Arrosée par les pluies du Pacifique de mai à décembre pendant la saison humide, c'est une forêt tropicale ordinaire, verte et luxuriante. Mais en janvier, quand les vents tournent et que les nuages bloqués par les volcans n'arrosent plus la plaine, la forêt se métamorphose radicalement pour affronter les longs mois de la saison sèche. La sécheresse. Pas une goutte de pluie durant de longs mois. Chaque année, la forêt semble mourir puis renaître. Mais aujourd'hui, un autre péril la menace, le réchauffement climatique. Mi-avril, 5e mois sans pluie. Mirage de la désolation, car la vie s'écoule encore, lente, discrète. Aux heures les plus chaudes et les plus sèches de la journée, les animaux réduisent leurs activités. Mais l'été, c'est aussi la saison des amours. Les oiseaux, les cerfs et bien d'autres se reproduisent durant cette période. Accoutumés à l'absence totale de pluie pendant plusieurs mois, plantes et animaux adaptent leur mode de vie et leur comportement pour subsister au cœur de la canicule. En saison estivale également, les arbres fleurissent et égayent le paysage. C'est vraiment très joli. Les arbres se dépouillent de leurs feuilles au début de la saison sèche pour mieux se concentrer sur leurs fleurs. Alors, quand les fruits apparaissent, c'est sur leurs branches nues. Les rivières se tarissent peu à peu. Ne restent que quelques flaques qui tiennent lieu d'oasis pour de nombreuses espèces. Elles ne doivent leur survie qu'à cette modeste mare. Privé d'herbes tendres, le cerf de Virginie sort des sous-bois. La soif le pousse à se mettre à découvert. Tous les sens en éveil.
le territoire du héron-tigre se réduit désormais à ce minuscule plan d'eau. Ce prédateur de poissons d'eau douce, habitué des zones humides, doit se satisfaire des insectes qui pullulent dans la boue. Les singes capucins n'habitent plus que les quelques arbres surplombant la mare. La chaleur écrasante pousse tous les animaux à s'acclimater. Ils ralentissent leur activité. Chez les mammifères, la respiration bouche ouverte permet de faire baisser la température corporelle. Dès le coucher du soleil, la mare scintille de pupilles. Elle est le théâtre d'un autre ballet, celui des noctambules. À la nuit tombée, ils s'éveillent, eux aussi dépendant de ce tout petit réservoir d'eau. Il est le dernier endroit où le tapir, grand herbivore solitaire, peut s'immerger pour se débarrasser enfin des parasites. Et déjà, l'aube. La tiédeur de la nuit se dissipe bien vite. La nuit s'est retirée avec un baiser. Elle a laissé derrière elle un voile humide et éphémère, bénéfique pour les plantes et petits insectes. La faune vient se désaltérer une dernière fois avant que le soleil ne soit haut, brûlant. Le début de la saison sèche, en janvier, c'est aussi le début de la saison des incendies. Les jeunes pousses issues de la régénération naturelle qui a eu lieu pendant la saison humide risquent d'être décimées. C'est pourquoi nous avons mis en place une équipe qui œuvre pour la prévention des feux de forêt. Une équipe de sentinelles veille, fidèle au poste, jour après jour. Dans ce paysage aride, jonché de feuilles mortes, de la moindre étincelle peut jaillir le pire, l'embrasement de la forêt sèche. Ne pas quitter la forêt des yeux. Les femmes et les hommes de la brigade de contrôle des incendies connaissent la valeur de leur forêt, son histoire. Une histoire de déforestation obstinée, massive. L'homme a exploité le bois, puis la terre,
un désastre ordinaire. Tout ça, c'était des pâturages. Quand les Espagnols sont arrivés à partir de 1492, et par la suite d'autres Européens, ils ont découvert dans la forêt sèche des essences précieuses et un sol propice à l'élevage. C'est comme ça que la déforestation a commencé. D'abord une parcelle, puis une autre, jusqu'à ce que le paysage soit totalement clairsemé. Avant l'arrivée des colons espagnols, la forêt sèche couvrait presque toute la côte ouest de l'Amérique centrale, du centre du Mexique jusqu'au nord de la Colombie. Aujourd'hui, ne subsiste de cet écosystème qu'une infime parcelle de 20 hectares, protégée par l'écrin de végétation nouvelle, au cœur de la zone de conservation Guanacaste. Voici un néflier qui date de la forêt originelle. Un survivant. Il était sans doute déjà là quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique centrale. Il a été témoin de la déforestation dont a souffert Guanacaste et aujourd'hui il assiste à la régénération de la forêt. Cet arbre, c'est un pochote. C'est une espèce intéressante parce qu'elle existait déjà il y a des milliers d'années lorsque les grands mammifères peuplaient la Terre. Son tronc est recouvert d'épines, ce qui lui servait de protection face à ces animaux. Chaque arbre développe sa propre stratégie de survie, sa façon d'interagir et de communiquer avec son environnement. On peut même aller jusqu'à penser que chacun s'exprime à sa manière et a une personnalité qui lui est propre. C'est ce que j'appelle l'arboralité. Cet arbre se défait d'abord de ses feuilles avant d'ôter son écorce. Il porte le doux nom d'Indio desnudo, l'Indien nu en espagnol. Déshabillé, il révèle un tronc d'un vert intense. C'est lui qui va désormais réaliser la photosynthèse. Au cours des millénaires, chaque espèce a développé des stratégies originales pour s'adapter à la sécheresse. Alors que cette forêt primitive était sur le point de disparaître, dans les années 1970, un petit groupe de biologistes milite activement pour l'ultime parcelle de ce trésor naturel. À force de persévérance, ils obtiennent la création d'un parc national et le rachat des terres d'élevage environnantes pour que la forêt puisse reconquérir ses anciens territoires. Le vent donne l'assaut. Il est le premier allié de la forêt à la conquête de ces terres perdues. Il emporte les graines, les disperse et repeuple d'arbres les pâturages. Partie de ces 20 petits hectares d'origine, la forêt sèche recouvre aujourd'hui 60 000 hectares de la région de Guanacaste. Ce vaste biotope qui relie des écosystèmes marins, côtiers et forestiers abrite autant d'espèces terrestres que dans toute l'Amérique du Nord. Voici l'un des primates les plus menacés du continent américain. Ses longs membres, ses mains fines, lui valent le surnom de singe araignée. Il règne sur la canopée, à 20 mètres du sol. Le petit dernier, né au début de la saison sèche,
devra attendre encore quelques semaines avant d'évoluer librement sur les hautes branches de ce Guanacaste, l'arbre emblématique du Costa Rica qui a donné son nom à la région. Pour se nourrir, s'abriter, les singes araignées ont besoin des grands arbres. Et les grands arbres, des singes araignées, qui, comme le vent, emportent et dispersent leurs graines au gré des fruits qu'ils mangent. Ils se déplacent et répandent ces semences dans leur déjection, participant ainsi à conserver et à étendre la forêt, et donc leur propre habitat. La présence ici du singe araignée, comme d'autres espèces clés, est le signe d'une restauration réussie. Ainsi restaurée, la forêt sèche relie à nouveau les forêts humides d'altitude à la côte. Cette continuité permet le retour de certains animaux sur les plages de Guanacaste. Les flots font remonter jusqu'à la plage ce qui semble être un pan de préhistoire. Un animal surgit de la nuit des temps, une tortue olivâtre. Les côtes de Guanacaste constituent son berceau ancestral. Plusieurs générations de ces tortues marines sont nées ici. D'instinct, la femelle retourne sur son propre lieu de naissance pour pondre. En moins d'une heure, elle ensevelit une centaine d'œufs à l'abri des prédateurs. Épuisée par son long périple, la tortue doit regagner son refuge, l'océan. Mais elle progresse lourdement sur la plage. Ses membres antérieurs, si efficaces dans l'eau, l'entravent. Le jaguar, plus grand prédateur d'Amérique centrale, arpente aussi la plage. Elle n'a aucune chance. La morsure de ce grand félin est plus redoutable que celle du lion. Sa puissante mâchoire brise facilement la carapace de la tortue. En 1977, lorsque je suis venu sur cette plage pour la première fois, on ne voyait jamais de traces de jaguar. 30 ans plus tard, Santa Rosa abrite la plus grande population de jaguars d'Amérique centrale. Et elle continue de grandir. Il aura fallu presque 40 ans, ce qui peut paraître énorme. Mais à l'échelle de la nature, c'est peu. Notre travail paie. Il y a de l'espoir.
Il est important de garder espoir et de savoir que la tendance peut s'inverser. La forêt, les interactions biologiques et les animaux étaient en voie d'extinction. Mais aujourd'hui, tout revient. Et nous en sommes les témoins. La déforestation et l'exploitation agricole des plaines ont longtemps éloigné le jaguar du littoral. Les coyotes en ont profité pour proliférer, détruisant de nombreux nids de tortues marines pour en gober les œufs. Revenu dans la forêt sèche restaurée, le jaguar a naturellement retrouvé le chemin de la côte. Par sa présence, le félin a refoulé les coyotes loin des plages de Guanacaste, permettant la survie de centaines de couvées de tortues au prix de quelques proies adultes. Au sommet de la chaîne alimentaire, le jaguar joue un rôle déterminant dans l'équilibre des écosystèmes forestiers et côtiers. Les bénéfices de sa chasse sont considérables pour le biotope du littoral. Le grand fauve consomme rarement sa proie en une seule fois. Les restes sont un festin pour les crabes ou encore l'opossum. Oiseaux, crustacés, reptiles, petits et grands mammifères, en tout 11 espèces en profiteront. Grâce à son corps robuste et court, le jaguar a traîné sa prise sur des kilomètres, l'a dissimulée dans les racines pour la protéger des autres prédateurs, comme de la chaleur du jour. Au petit matin, c'est au tour d'une horde de vautours d'entamer l'équarrissage de la charogne. Nettoyés de la chair, les ossements en décomposition enrichiront le sol de la mangrove en lui apportant des protéines et des nutriments d'origine marine. Dès les premières lueurs du jour, une nuée frémissante s'affaire autour de la mare. L'armada bourdonnante plonge des trompes frénétiques dans cette terre humide et riche en nutriments. Une nourriture que les abeilles et les guêpes emportent dans leurs colonies. Elles communiquent entre elles en échangeant des gouttelettes de phéromones. Des condensés d'informations qu'elles disséminent aussi pour baliser le chemin jusqu'à la mare. Elle ne manque pas de besogne en cette saison sèche, où les arbres à feuilles caduques donnent des fleurs. En butinant, elle joue les pollinisateurs, permettent la floraison
le développement des fruits et participent elles aussi à la régénération de la forêt. Mais tous les insectes ne tolèrent pas l'extrême sécheresse. Certains migrent sur les hauteurs des volcans en quête de fraîcheur. En altitude, à quelques battements d'ailes seulement de la forêt sèche, le paysage luxuriant tranche avec l'aridité de la plaine. Sur le flanc des volcans, s'enracine une forêt nimbée d'humidité toute l'année, la forêt de nuages. Son voile nébuleux dissimule un univers mystérieux et coloré qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Chaque jour, des femmes et des hommes tentent de les élucider en arpentant méticuleusement ce labyrinthe. Ils repèrent, observent et identifient toutes les formes de vie de la forêt de nuages. Ce sont des villageois. Ils sont devenus parataxonomistes. Formés et missionnés par les scientifiques de la zone de Guanacaste, ils étudient les papillons, ou plutôt, leurs chenilles. Le travail du parataxonomiste consiste à apprendre à lire la forêt, parce que ce n'est pas seulement des arbres et de la verdure. Il faut être capable de distinguer les micro-organismes et leurs singularités. Pour moi, la forêt est comme un livre ouvert. Il suffit d'en tourner les pages et d'apprendre à le lire. Des traces de papillons fossilisés, remontant à près de 200 millions d'années, prouvent qu'ils côtoyaient les dinosaures. Une étonnante longévité pour cet insecte dont raffolent les oiseaux, les guêpes et les mouches parasites. Les chenilles sont devenues expertes dans l'art de dérouter leurs prédateurs. Elles usent d'ingénieuses techniques de défense. D'abord, l'intimidation. Arborer des motifs imitant des yeux de serpent pour épouvanter les oiseaux. Ensuite, la contre-attaque. Menacer l'adversaire de poils colorés et urticants. Enfin, la dissimulation. Se confondre parmi les brindilles grâce à de subtiles nuances de vert. Et pour les plus laborieuses, reste la retraite. S'occuper à fabriquer dès la naissance un abri de feuilles ou se cacher en attendant d'être papillon. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Avant, on cherchait à compter les individus. Mais les temps ont changé et le réchauffement climatique est une réalité. Certaines larves et certains insectes ont disparu. Nous ne les observons plus depuis 5, 6, voire 7 ans. Et nous sommes capables de dire quelles espèces se sont éteintes et quelles sont celles qui survivent. Nous cherchons à savoir comment elles ont migré depuis la forêt sèche vers la forêt humide. Avant, certaines espèces vivaient uniquement dans la forêt sèche, mais aujourd'hui on les retrouve aussi plus en hauteur. Maintenant, l'objectif est d'identifier les espèces qui subsistent et d'observer les changements. Leur comportement a pu se modifier. Peut-être qu'elles consomment aujourd'hui des plantes de la même famille, mais d'une espèce différente, parce que c'est ce qui leur permet de survivre.
La forêt sèche sera une des premières victimes du réchauffement climatique. Son impact est déjà perceptible. Les scientifiques craignent un bouleversement à grande échelle de l'équilibre écologique de toute la région. Nous passons beaucoup de temps sur le terrain et nous observons déjà les conséquences du réchauffement. Cette année, en l'occurrence, est particulièrement sèche, ce qui entraîne une augmentation de la mortalité animale. L'impact est énorme sur la faune. Avant, on avait 6 mois de pluie et 6 mois de sécheresse. Aujourd'hui, on ne compte plus que 3 ou 4 mois de pluie. Et ça entraîne la disparition de certaines espèces et donc une perte de densité de la forêt. C'est ce que nous observons. Cela va toucher Guanacaste et toute l'Amérique centrale. On assiste à une désertification de la forêt sèche. La faune souffre de l'allongement de la saison sèche, provoquée par le réchauffement climatique. Tiraillé par la soif, qu'il ne sait plus étancher quand la sécheresse s'éternise, le singe araignée est contraint de quitter son arbre. C'est un comportement particulièrement inhabituel chez lui et dangereux. Son anatomie est spécifiquement adaptée au déplacement de branche en branche. Il est inapte à la déambulation au sol et devient une proie facile. Ainsi, le changement climatique modifie le comportement d'espèces qui, faute de s'adapter rapidement, risquent de disparaître. La pluie tarde à venir. Toute la forêt semble figée dans l'attente, jusque dans ses profondeurs. Le récepteur m'indique qu'il se trouve dans cette zone. Il doit y avoir un trou par là, où il se cache. Il est quelque part ici, sous la terre. Terré depuis le début de la sécheresse, un crapaud très particulier équipé d'une puce électronique patiente sans bouger. Il tient en haleine les scientifiques. Ils estivent. C'est comme une hibernation, mais sous un climat sec et chaud. Ces crapauds ne sortent pas avant le premier jour de pluie, un moment rare que les scientifiques ont baptisé le jour des crapauds. Ce jour-là, les batraciens subissent une étonnante transformation. Quand on les aperçoit dans leur terrier, ils sont noirs. Ils ne prennent leur couleur jaune vif que lorsqu'ils sortent, au début de la saison des pluies. C'est un jaune encore plus intense que celui-là, par exemple. Dans quelques heures, jours ou semaines, quand le ciel lâchera ses premières gouttes, la paisible mare accueillera le grand bal de ces batraciens nommés les crapauds jaunes.
Mais la sécheresse règne encore sur Guanacaste. Un incendie fait rage dans la prairie en bordure de la forêt. Attisées par le vent, les flammes se propagent dramatiquement. Ici, la plupart des feux sont provoqués par les fermiers qui brûlent leurs champs pour renouveler la culture du jaragua. Importée d'Afrique, cette herbe destinée à nourrir le bétail est un dangereux combustible pendant la saison sèche. À l'orée du parc, les femmes et les hommes de la brigade de contrôle des incendies, avec des moyens rudimentaires, entament une lutte acharnée pour circonscrire le feu à l'extérieur. Ils savent que perdre cette bataille pourrait anéantir en quelques heures près de 40 ans de combats permanents pour sauver la forêt sèche. Mais le feu gagne du terrain. Il s'est introduit dans la forêt. Tous les pompiers volontaires des villages alentours sont arrivés en renfort pour stopper la funeste progression du brasier. Bonsoir. Je vous remercie à tous d'être là. En théorie, nous aurions dû être en mesure de contrôler l'incendie. Il se situe près de la rivière et les années passées, les flammes n'avaient jamais pu la franchir. Mais avec le phénomène climatique El Niño et toutes les sécheresses qu'on subit depuis 2014, on constate une augmentation du nombre d'incendies et la quasi-disparition des sources d'eau. À cette période de l'année, la rivière Santolí devrait être pleine, mais aujourd'hui elle est à sec. C'est pour ça que le feu a pu se propager. Dans les autres pays, les pompiers sont moins sollicités. Ici, c'est intense parce que nous sommes peu nombreux. À la fin de la saison, on est épuisé. Et on se dit, mais quand est-ce que cette merde va s'arrêter? Qu'est-ce qui leur prend de faire des feux? À cause du réchauffement climatique, les incendies deviennent plus difficiles à maîtriser. La cordillère de Guanacaste représentait une limite et empêchait le feu de s'étendre. Mais maintenant, les flammes montent de plus en plus haut, parce que la zone s'assèche. Nous allons devoir mieux nous former, parce que nous n'avons pas l'habitude de gérer ce type d'incendie.
La forêt bout d'impatience. Peu à peu, l'air change, se charge, bouillonne. La lointaine rumeur enfle bel et bien. La délivrance approche. C'est le signal. Le crapaud sort de ses 6 mois de confinement. Affamé, il doit reprendre des forces. Une longue route l'attend. Il lui faudra tenir des kilomètres. Car voici venu le jour des crapauds. Ce qui va se produire est un phénomène encore inexpliqué, inédit, observé seulement aux abords de cette petite mare au cœur de Guanacaste. Les crapauds se retrouvent enfin. Ces retrouvailles provoquent une métamorphose spectaculaire chez les mâles. Leur peau terne et noire se teinte spontanément d'un jaune vif, mordoré. Pourquoi? Peut-être pour charmer les femelles, comme lorsqu'ils rivalisent de vocalises, car l'accouplement relève d'une compétition acharnée. Quand le bal des crapauds sera terminé, le jaune disparaîtra et leur peau redeviendra foncée. Il reste tellement de questions à leur sujet. Comment survivent-ils à 6 mois de sécheresse, puis à 6 mois de pluie? C'est assez extraordinaire. Je ne peux pas dire précisément de quelle manière le changement climatique affecte ces crapauds. Mais c'est une question que nous allons approfondir prochainement. Je travaille ici depuis 4 ans et j'ai pu constater que le jour des crapauds se produit à des dates très variables. On l'appelle ainsi parce que c'est la première grosse pluie, celle qui ouvre la saison. Et à cette occasion, 500 à 700 crapauds se ruent vers la mare. Le jour des crapauds peut se produire le 28 avril comme le 7 juin.
2 mois, c'est énorme quand on attend la pluie avec impatience. Ce côté imprévisible est déjà stressant pour nous. Alors je n'imagine même pas l'effet que ça doit faire à ces crapauds qui estivent dans leur terrier sans manger. Mais ils semblent bien s'adapter à cet environnement, puisque chaque année on les retrouve par centaines. Le problème qu'il peut y avoir, c'est lorsqu'il ne pleut pas de manière continue et que les crapauds sortent quand même. Dans ce cas, ils risquent de mourir déshydratés. La saison des pluies est lancée. Au terme de longs mois en sépia, la forêt s'étoffe et reprend des couleurs. Après une vie au ralenti, à l'économie, l'abondance d'eau et de nourriture ragaillardit les animaux. Ce ficus géant couvrira tous les besoins de ses nombreux hôtes des semaines durant. La nature se fait généreuse, explosive. La forêt est en fête à tous les étages. En période d'abondance alimentaire, la concurrence laisse la place au partage. De jeunes singes araignées jouent avec des capucins. Le petit singe araignée a traversé sa première saison aride. Il en vivra encore plusieurs aux côtés de sa mère, avant de partir explorer la forêt sèche. Les graines semées par le vent germent dans les pâturages, redonnant vie au sol encore marqué par les incendies. La forêt se déploie, rieuse. Elle s'épanouit, reprend des forces. Elle fait surtout des réserves. Déjà, elle se prépare à affronter la prochaine période de sécheresse. Quand les feuilles reviennent, elles absorbent du gaz carbonique et produisent de l'oxygène. Les arbres respirent et nous permettent à nous aussi de respirer. Avec le changement climatique et toutes les catastrophes que nous provoquons, l'espèce humaine risque de s'éteindre. Et dans notre chute, nous entraînons de nombreuses autres espèces. En tant que planète, en tant que communauté globale, il faudrait retrouver un équilibre au niveau forestier dans chaque pays. La régénération ou la restauration de la forêt peut avoir lieu dès lors que nous avons un bon sol et des arbres en vie. C'est possible. Et notre travail consiste à aider et à accélérer ce processus naturel. Au Costa Rica, nous avons démontré qu'il était possible de maintenir une couverture forestière adéquate tout en travaillant en faveur d'un développement économique des populations. C'est un défi, bien sûr. Nous avons commencé à le relever, mais nous n'en verrons pas la fin. Nous poursuivrons le chemin. Et pour cela, nous devons encourager la jeune génération à prendre le flambeau. De façon à ce que dans 100 ou 150 ans, on continue de restaurer la forêt. Si le changement climatique nous le permet.
Nous avons besoin de personnes qui s'occupent de cette forêt. Et surtout qui soient conscientes de sa valeur. Et qui souhaitent la préserver pendant de nombreuses années. Pour qu'à l'avenir, on ne dise pas « il y avait de belles forêts au Costa Rica », mais « il y a de belles forêts au Costa Rica ».